nous continuons et nous finissons cette présentation rapide du règne de Louis XIV et terminons par donc ce roi de gloire, et ce roi sacré, ce roi très chrétien. Donc nous avons vu les questions du gallicanisme, les questions du protestantisme, et maintenant nous voyons ces questions du jansénisme et du quiétisme, c'est-à-dire les questions qui touchent directement au problème de la grâce. C'est le gros problème depuis les protestants avec la question de l'Église. La question de la grâce, donc, qui est finalement globalement niée par le protestantisme. Il n'y a pas de grâce sanctifiante, il n'y a pas de grâce actuelle, il y a vraiment une coupure entre Dieu et les hommes, et pour rentrer au ciel, eh bien, Dieu, un peu par arbitraire, vous accorde ou non cette entrée sans que l'on sache trop pourquoi. Enfin, la théologie protestante est une théologie négative. On ne sait pas pourquoi. Bonne action, mauvaise action, crois fermement et tu seras sauvé. Peut-être. Ça, c'est la théologie protestante. Les jansénistes, avec donc ces Baius, signe avant-coureur du jansénisme, et puis surtout l'Augustinus de l'évêque d'Ypres, Janssen, les jansénistes, eux, disent que l'homme n'est plus vraiment libre depuis le péché originel, il se perd et il se sauve nécessairement par absence ou par le don de la grâce. Il n'y a de grâce divine qu'efficace. C'est cette doctrine qui va faire le fond d'une multitude d'agitations dans toutes les églises catholiques, car les jansénistes prétendent qu'ils restent, qu'ils sont catholiques, et donc qu'ils doivent rester dans l'Église, et que les condamnations qui leur sont infligées sont des condamnations injustes. Ce n'est pas ce qu'ils disent qui est condamné par l'Église. Ils vont distinguer entre le droit et le fait. Ils sont bien d'accord que cela est condamnable, mais ce n'est pas ce qu'ils disent. Alors, je vous disais que, en particulier, 5 propositions tirées de l'Augustinus par la faculté de la Sorbonne en 1553 avaient été condamnées par Innocent X dans la bulle Cum Occasione. Et c'est là cela qui va faire le fond de la querelle janséniste au XVIIe siècle. La France est la terre d'élection du jansénisme, en particulier par l'ami de Janssen, Jean Duvergier de Oran, abbé de Saint-Cyran, disciple, ami de Jansénus, directeur de ces religieuses de Port-Royal, mais aussi ami des grands réformateurs de l'époque. C'est un personnage très impressionnant, Saint-Cyran, et en lien avec la tête de la Réformation catholique en France, que ce soit donc des évêques, des religieux, des religieuses, mais aussi des laïcs comme la famille Arnaud. Et je vous terminais par Antoine Arnaud et son ouvrage La fréquente communion, qui est l'oracle, en quelque sorte, du jansénisme en France après Saint-Cyran. Cette doctrine pénètre en Sorbonne par le biais des étudiants, toujours très impressionnés par les maîtres brillants que peuvent être, ou par les écrits séduisants qui sont produits par les théologiens jansénistes dont nous venons parler. Nicolas Cornet, en 1650, se rend compte que malgré les condamnations, le jansénisme progresse et Nicolas Cornet saisit l'Assemblée du clergé de France. 90 prélats, à leur tour, vont saisir
90 évêques, le pape, Innocent X, mais 11 évêques s'opposent à cette dénonciation du jansénisme. Et donc il y a une division dans le clergé de France. Saint Vincent de Paul va envoyer trois théologiens à Rome. Et Saint Vincent de Paul est très inquiet à cette époque parce qu'il constate que cette doctrine janséniste non seulement touche des théologiens, quelques évêques, pas nombreux, vous voyez, c'est peut-être 10% du clergé de France, du haut clergé français, mais aussi que ce jansénisme s'est diffusé parmi le clergé inférieur et a fait tache d'huile chez les évêques, chez les fidèles. Les fidèles s'écartent des sacrements. Devant cette situation, les propositions qui ont été tirées de Jansénus, les 5 propositions sont condamnées par Rome, mais les jansénistes refusent cette condamnation. Je vous transmettrai ces 5 propositions condamnées par l'Église de Rome et l'Église française. Les jansénistes refusent donc cette condamnation romaine, en particulier dans la jeune congrégation de l'Oratoire. Et ils prétendent rester donc dans l'Église, distinguant donc le fait du droit. C'est l'idée d'Antoine Arnauld, ces propositions sont condamnables, mais elles ne sont pas ce que dit Jansénus et les jansénistes. Donc vous voyez, c'est très malin comme tactique, n'est-ce pas? On ne s'oppose pas à l'autorité de l'Église qui a condamné, mais on dit mais non, mais ce n'est pas ce que nous disons. Donc nous ne sommes pas condamnés. C'est pas nous qui sommes condamnés. Nous sommes d'accord que c'est condamnable, qu'il faut condamner même, pourquoi pas. Mais c'est pas ce que nous disons. Ouais. Ah, alors là, oui, on évite la condamnation sans dire que la condamnation est fausse, que l'autorité, sans rejeter l'autorité romaine, etc. Alors, cette position sur laquelle vont s'arc-bouter les jansénistes va être celle des parlements gallicans, de Port-Royal, du clergé érudit, et donc d'autant plus dangereux, pourrait-on dire, va se diffuser parmi les docteurs de Sorbonne, à cette époque, donc, deuxième partie du XVIIe siècle. En face, vous avez une très grande partie des évêques, nous venons de le voir, le pouvoir civil, le pouvoir royal, les jésuites, les sulpiciens, les lazaristes, a priori ceux qui forment le clergé français dans leur immense majorité. Mais c'est vrai qu'un clivage va se créer et que vous allez avoir des congrégations religieuses qui vont finir par passer au jansénisme. Pas dans l'immédiat, mais les bénédictins, les dominicains, les doctrinaires, qui aussi vont tenir des séminaires. Donc il y a deux courants, il y a une église catholique, réformée, fervente, mais qui se trouve divisée sur cette question et qui se sépare, n'est-ce pas, en deux courants de plus en plus antagonistes et de plus en plus clairement opposés.
l'Assemblée du clergé, en 1654, dit que les 5 propositions condamnées par le pape expriment bien le sens propre qui est celui de Jansénus. Arnaud répond en 1656 par 2 lettres. Donc c'est une réponse, n'est-ce pas, aux évêques de France. Il expose dans le détail la différence entre le fait et le droit. Ces 2 lettres sont condamnées. Arnaud reçoit alors le soutien d'un autre extraordinaire auteur. Il s'agit de Pascal et des provinciales. 18 provinciales qui s'étendent de janvier 1656 à mars 1657. Pascal écrit sous le pseudonyme, de Louis de Montalte. Alors, il a une très bonne plume, il épingle des jésuites qu'il va trouver comme laxistes. Et c'est vrai, ça peut être le cas chez une partie du clergé catholique, non janséniste, mais peut-être probabiliste. Donc le laxisme, n'est-ce pas, vous avez du rigorisme au laxisme, des positions morales qui peuvent être probabilistes, équiprobabilistes, probabilioristes, probabilioristes, et rigoristes. Celles-là, sont des systèmes moraux qui peuvent être condamnés, qui sont condamnés par l'Église. Au milieu, vous avez des systèmes moraux, je vous ai donné les principaux, qui, eux, peuvent être soutenus. Et selon les cas de morale qu'on vous propose, on peut choisir la proposition probable, la proposition équiprobable, la proposition la plus probable. Et la proposition rigoriste, ah non. Alors nous sommes là vraiment dans des discussions délicates, précises, qui mettent en jeu des propositions et une doctrine et des doctrines de théologie morale qui, de fait, passent par-dessus la majeure partie des catholiques. Et le drame de cette question janséniste, c'est qu'elle a été diffusée, répandue dans le peuple chrétien, qui va prendre fait et cause pour un camp ou pour un autre, un peu, sans être apte à le faire. Là-dessus se rajoutent des pseudo-miracles, miracle de la Sainte-Épine, à Port-Royal, Marguerite Périer, guérie en mars 1656,
l'opinion publique se retourne en faveur des jansénistes. Dès qu'il y a du miracle, c'est le doigt de Dieu. Il faut mettre fin à ces graves dissensions jansénistes dans l'Église, à l'occasion du jansénisme dans l'Église. Hein. Alors, eh bien, Monseigneur de Marca veut imposer un formulaire en août 1656 à tout le clergé par le biais de l'Assemblée du clergé. Ce formulaire serait signé par tous les ecclésiastiques et recevrait la condamnation des propositions jansénistes. Il faut un certain temps avant que cette proposition de Monseigneur de Marca soit acceptée, confirmée par l'Assemblée du clergé, puis par le pouvoir royal. Ce sera le cas par un arrêt du 23 avril 1661. Vous voyez, nous sommes au tout début du gouvernement personnel de Louis XIV. Hein. De fait, il faut ensuite l'imposer par le biais des supérieurs des congrégations religieuses, par le biais des évêques. 4 évêques refuseront ce formulaire. Port-Royal refusera ce formulaire. Nous sommes dans une situation de crise. Clément IX va proposer, va mettre une sourdine à ces dissensions qui peuvent devenir graves dans l'Église catholique. C'est ce qu'on appelle la paix clémentine, 1669-1679. De fait, on doit reconnaître que cette paix clémentine met fin à l'agitation, mais est une période pendant laquelle le jansénisme va pouvoir se développer tranquillement, par capillarité, pourrait-on dire, au sein des églises, surtout des églises de France. D'autant plus que Innocent XI, en mars 1679, va condamner 65 propositions laxistes. Donc, vous voyez, le laxisme, c'est l'erreur opposée au jansénisme. Alors, l'Église se tient toujours dans le milieu d'altitude, la vérité, mais il y a des erreurs par défaut et des erreurs par excès. Et il faut frapper les deux. Mais lorsque vous frappez les erreurs par défaut, ceux qui sont dans l'excès se réjouissent, bien évidemment. Ils disent, voyez, nous avions raison. Et inversement, quand vous allez frapper les erreurs par excès, le jansénisme, alors les laxistes se disent il y a bon pour nous. Pas si facile que ça. Les questions, on pourrait dire, pratiques et politiques dans l'Église. Alors, lorsque Innocent XI frappe les propositions laxistes, eh bien, les jansénistes relèvent la tête et disent nous avions raison. C'est un peu de la mauvaise foi. Eh oui, les gens sont comme ça. Le jansénisme ne fait pas que de se développer dans l'Église de France, il se répand aussi aux Pays-Bas, et on peut même dire que c'est une terre d'élection que les Pays-Bas pour le jansénisme. Et il faut noter que la Hollande va être non seulement le refuge des protestants, chassés de France après la condamnation de l'édit de Nantes, mais aussi des jansénistes.
en particulier, à Maligne. En fait, le jansénisme vient de Ypres, vient de Jansénus, vient du Nord, vient de la Hollande et des Pays-Bas, et s'enracine et se développe. Et les jansénistes français qui sont condamnés, qui sont obligés de prendre la poudre d'escampette, vont se réfugier, comme les protestants, dans le réduit hollandais, on pourrait dire, terre d'hérésie. Il faut reconnaître les choses, n'est-ce pas ? Terre d'accueil d'hérésie, si ce n'est terre d'origine de l'hérésie. Donc on peut parler à cette époque de Monseigneur de Berg, évêque de Maligne, qui va être, à partir de 1671 jusqu'en 1689, un fort partisan, soutien des jansénistes de tout poil, y compris des jansénistes français. Arnaud va se réfugier à cette époque, dans cette terre de Hollande, va se retrouver en rapport avec Monseigneur de Berg, Arnaud, et puis un autre célèbre janséniste qui incarne la deuxième vague du jansénisme. Il s'agit de Quesnel. Pasquier-Quesnel, un oratorien. Et donc se passe en Hollande, dans l'Église catholique de Hollande et des Pays-Bas, les Pays-Bas hollandais, les mêmes Pays-Bas espagnols, pardon, les mêmes problèmes que connaît l'Église de France à l'époque. C'est le nonce Principiano qui va demander alors contre les jansénistes que le fameux formulaire de Monseigneur de Marca soit reçu et signé par les catholiques hollandais en 1694. Il fera arrêter les principaux jansénistes qui se sont réfugiés dans les Pays-Bas, Quesnel, Gerberon, Arnaud décédé. Les catholiques jansénistes de Hollande feront schisme. C'est l'église janséniste d'Utrecht qui existe encore aujourd'hui. C'est un autre évêque qui va être l'origine de ce schisme, Monseigneur Code, archevêque de Sébaste, titulaire de Sébaste, qui va refuser à 2 reprises le formulaire, n'est-ce pas, et qui va être la tête, n'est-ce pas, du jansénisme. Le chapitre d'Utrecht, le chapitre d'Haarlem, en 1702, vont faire schisme, se réunir contre Rome. Et puis vous aurez un autre évêque qui va soutenir cette division, ce schisme janséniste. Il s'agit de Monseigneur de Coq. Voilà. Le schisme est consommé en avril 1704. Ainsi, les jansénistes français ont un point d'appui sur le jansénisme hollandais, le jansénisme des Pays-Bas. Et de fait vont pouvoir se développer malgré la volonté des évêques français et de Louis XIV, qui avait dès le début, comme Richelieu, compris la gravité du jansénisme pour non seulement l'Église, mais aussi l'État, la royauté. Dès le 13 décembre 1660, Louis XIV avait exprimé sa volonté
d'exterminer, dit-il, entièrement le jansénisme à l'Assemblée du clergé de France. C'est à cet effet qu'il va tout faire pour poursuivre, pourchasser et empêcher l'extension du jansénisme en France. Donc, à partir de 1669, vous avez eu cette paix clémentine qui va se poursuivre en France jusque vers 1700. Crise extrême jusqu'en 1669, tolérance, paix clémentine plus ou moins suivie par les évêques français et par Louis XIV jusqu'en 1700, puis reprise de la persécution à partir de 1700 jusqu'en 1713. Et ce sera la dernière phase de la persécution du jansénisme, la question de la condamnation d'unigenitus. Alors l'esprit janséniste, un petit mot dessus. Vous avez une coalition entre les opposants à l'absolutisme et les jansénistes. En fait, le jansénisme développe, comme le protestantisme, une forme de liberté de conscience. Et Saint-Cyran, qui a été emprisonné par Richelieu dès le début, dès 1638-1639, Richelieu avait tout de suite vu le danger que représentait cette tendance religieuse au sein de l'Église et au sein du royaume. Cet emprisonnement de Saint-Cyran a rejeté les jansénistes dans l'opposition à la royauté. D'où cette collusion entre des parlementaires, magistrats, officiers, parisiens, qui vont donner lieu à la Fronde de 1648, nous en rappelons, et coalition entre ces magistrats et les opposants jansénistes. Gabriel de Siron, par exemple, célèbre janséniste, membre de la Compagnie du Saint-Sacrement, le prince de Conti, janséniste, et toute une frange, n'est-ce pas, du parti des Vaux, qui va verser dans le jansénisme, se retrouve dans les rangs des frondeurs entre 1648 et 1653. Donc, une partie de la haute noblesse, les magistrats officiers furieux contre, vous savez, les intendants, les commissaires et finalement l'absolutisme de Louis XIV, les cours souveraines donc de province, la petite et la moyenne robe vont s'incliner à partir de 1669 vers le jansénisme. Le jansénisme est un fait urbain. À l'origine, il va demeurer en marge des structures féodales. Donc, comme je vous le disais, c'est plutôt un phénomène d'individualisme, de conscience libérée. Le clergé monastique et séculier érudit, donc toujours favorable au développement intellectuel et peut-être en marge d'une certaine rigueur magistérielle, les cisterciens, les bénédictins, surtout dans les régions de l'Est, l'Île-de-France, à Paris, va emboîter le pas au jansénisme. Leurs moyens de pénétration, ce sont les catéchismes. Vous aurez le fameux catéchisme des trois Henri, les trois évêques de l'Ouest qui s'appellent tous les trois Henri à cette époque-là, catéchisme d'esprit janséniste, par le moyen de la direction spirituelle, des confessions. Par exemple, je vous cite Louis Habert, à Verdun et à Châlons, supérieur du séminaire, qui écrit une pratique de la pénitence et qui rédige un catéchisme d'esprit janséniste. Face
au pouvoir temporel, les jansénistes auront le choix entre 3 options. Un refus total de Martin de Barcos, on appellera ça le refus barcosien, l'attitude barcosienne. Barcos était le secrétaire de Saint-Cyran. Mère Angélique Arnaud, supérieure de Port-Royal. Et M. Singlin, qui est aussi un célèbre barcosien. Pascal, à la fin de sa vie, refuse totalement le pouvoir de collaborer, on pourrait dire, avec le pouvoir royal, mais c'est aussi un refus quasiment de la société. Il y a un recroquevillement sur soi-même, et ce seront les fameux solitaires de Port-Royal, des hommes du monde qui ont quitté le monde et qui vivent comme des ermites en marge du couvent de Port-Royal des Champs. Donc l'attitude barcosienne, l'extrémisme, ce qu'on appelle l'extrémisme intramondain, et là, le monde est admis, n'est-ce pas? La vie dans le monde est admise, mais combattu sans concession, c'est le rigorisme janséniste en matière de morale. Un des meilleurs représentants, c'est cet évêque que nous connaissons déjà, Pavillon, de diocèse d'Alais. On pourrait indiquer aussi Racine, sans doute, janséniste intramondain, donc vivant dans le monde, pas comme les solitaires, mais refusant tout ce qui peut sentir une certaine modération, et pire encore, n'est-ce pas? Et puis, vous avez le centrisme ou arnaldisme. C'est-à-dire qu'on peut se livrer à la politique, on peut agir dans le monde, mais avec quelques légers compromis, et c'est finalement le jansénisme deuxième vague que l'on trouve à la fin du XVIIe siècle, deuxième partie du XVIIe siècle, après 1680. Et là, nous avons les grands que nous connaissons, Nicole, Duguay, ce sont des théoriciens et des pédagogues jansénistes, Arnaud, qui a initié, et puis Quesnel, qui est la tête du jansénisme de la deuxième partie du XVIIe siècle. C'est la deuxième phase du jansénisme, et Quesnel va dominer le jansénisme à la fin du règne de Louis XIV et au XVIIIe siècle. C'est ce que nous verrons dans une prochaine communication. À bientôt.